Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Dans cette deuxième partie, découvrons quels sont les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie et dans ma quête d'amélioration, je rencontre des personnes inspirantes que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'agit également d'entrepreneurs au parcours atypique. À travers ce deuxième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de leur parcours et de découvrir comment ils ont surmonté certains obstacles pour atteindre leurs objectifs. Je vous rappelle que ce podcast est en 2 parties et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller écouter la première partie, Les petits pas vers de grands résultats, dans laquelle vous découvrirez comment la vision, les techniques et les stratégies de notre intervenant peuvent impacter nos résultats. Alors êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans cette deuxième partie du podcast Les petits pas des grands entrepreneurs où nous sommes toujours avec Ludovic Leroux et dans cette partie nous allons revenir sur ton parcours entrepreneurial. Donc déjà, est-ce que tu as toujours été entrepreneur et est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur ton parcours d'entrepreneur ? Non, j'ai essayé d'être salarié, mais je suis pas arrivé. Donc du coup, j'ai été entrepreneur, mais à la sortie des études, je savais pas trop quoi faire. Je fais des études pour être prof de sport et puis travailler dans le monde du sport. Et puis finalement, pendant 8 ans, j'ai fait une quinzaine de métiers différents. Et dès que je me sentais pas bien, je partais. Donc comme je savais pas quoi faire, j'ai tout fait, de l'immobilier, je travaillais dans grande surface, je travaillais en restauration, dans les magasins, un peu partout. Souvent en tant que manager, parce que j'avais quand même une formation de manager en sport. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller vers ce qui me plaît vraiment, le sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être entrepreneur en étant préparateur mental pour des sportifs. Quel est le premier pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs ? De me dire que de me dire que c'était à moi de créer ce que j'avais envie parce que j'arrivais pas à trouver ma place dans les entreprises. Donc le premier pas, c'était vraiment déjà de me dire allez go, j'y vais à fond. La première chose qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment de mettre toute mon énergie dans mon projet. Parce que je vois tellement de gens justement qui font des petits pas, mais parce qu'ils ont peur, alors qu'ils ont la possibilité de faire un grand pas dès le début. Et pour te dire, en fait, je savais pas comment faire, d'accord? Il y a des fois des gens aussi qui disent, bah ok, moi je vais d'abord apprendre à comment je fais. Pour moi, le plus important, c'est pas savoir comment on fait, c'est l'énergie que je dépense. Donc moi, mon premier petit pas, ça a été, par exemple, d'envoyer 2000 mails à tous les clubs sportifs de ma région. D'accord? Donc j'ai fait du spamming. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai spammé. J'ai envoyé à tout le monde. Et finalement, j'ai eu plein de mails qui sont revenus sans réponse. Enfin bref, mais j'ai quand même eu 30 réponses de gens qui souhaitaient me rencontrer. Et donc ça m'a permis tout de suite, sur les 2000, d'avoir 30 clubs ou sportifs. Bah ouais, tiens, pourquoi pas? Parce que j'ai envoyé un mail juste pour me présenter ce que je faisais. Et donc créer le lien juste. Et finalement, j'ai eu 30 prospects. Et c'est comme ça que j'ai pu démarrer. Donc ça a été vraiment le premier pas qui a demandé de l'énergie, parce que j'ai passé, c'est chiant, passer mon temps à envoyer des mails, faire copier, coller les adresses mail, copier, coller, 2000 comme ça. Mais finalement, c'est aussi ce que j'ai appris dans le monde du sport, de répéter, répéter, répéter. Donc au début, oui, ça peut être chiant. Et comme dans tout ce qu'on fait, au début, c'est difficile, c'est compliqué. On aimerait bien jouer comme Nadal, jouer comme Mbappé, mais ils ont tous commencé pareil, en faisant des tours de terrain. Et donc, c'est ce que j'ai appliqué dès le début. Mon premier pas, ça a été, allez, vas-y, tu fais ça, puis on verra bien ce que ça donne. Mais fais-le à fond. Et du coup, t'avais une vision avant de commencer. Tu vois, on parle beaucoup de mission, vision, stratégie. Est-ce que t'avais quelque chose Non, rien, je savais pas où j'allais. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je me dis, mais... Mais pour te dire, c'est toujours le cas aussi. C'est quelque chose, en fait, je pense que je porte depuis tout le temps, c'est que je me fais confiance. Je sais pas où je vais.
Euh, Peut-être que ma vision m'aurait aurait aidé mon ego peut-être à se sentir plus sécure. Mais j'avais une envie. J'avais pas une vision, j'avais une envie. C'est-à-dire que ma vision n'était pas extérieure, elle était à l'intérieur. Et c'était pas du coup une vision, c'était une sensation. Et quand on fait vision, c'est vraiment voilà, visuel, donc on va plus chercher le sens de ce que je vois pour moi, plutôt que là, moi, c'était ce que je ressentais. J'étais à ma place, ok? Je me sens bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Et ben vas-y, fais-le à fond. On ne sait pas où tu vas. Et moi, j'ai vraiment confiance en ça, c'est je ne sais jamais qui je vais rencontrer et ce qui va se passer. Je peux avoir une vision, mais je préfère faire confiance à l'abondance de la vie. Souvent, on parle d'abondance. Et ben, utilisons-la, l'abondance plutôt que d'avoir une vision qui est plus restrictive. Alors certains, ça va aider d'avoir une vision de passer à l'action. Moi, ça m'aidait pas, hein, parce que moi, je voulais tout manger. Voilà, c'est souvent je fais la différence entre le menu et le buffet. Avoir une vision, c'est un menu. Je veux commencer par ça, ça, ça. J'ai un menu, je sais ce que je vais avoir. Moi, je veux un buffet. Je veux me balader et je veux découvrir ce qui m'attend et même ce qui m'attend pas et que j'avais pas imaginé. Parce que je pense qu'il y a plus de choses en dehors de notre vision que dans notre vision qui peuvent nous aider. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais il faut être suffisamment en confiance et en sécurité. Parce que la vision permet de rassurer, d'avoir au moins un chemin. Moi, au début, j'ai étalé partout. Je sais pas où je vais, et ensuite, petit à petit, bah ouais, ça s'est mis en place. C'est après que j'ai eu une vision plus précise. Mais dans un premier temps, non, c'était ce que je ressentais et j'y mettais tout mon cœur, toute mon énergie, sans savoir vraiment où j'allais. Et est-ce qu'il y a un défi dans ta carrière qui s'est avéré être une opportunité au final? Oui, bah, au moment du Covid, en fait, puisque c'est une histoire souvent que je raconte, c'est qu'au moment du Covid, alors que j'avais une activité qui marchait déjà bien, mais qui était beaucoup concentrée à l'extérieur d'Internet, donc les sportifs de niveau, les entreprises, j'avais un chiffre d'affaires à 6 chiffres, même si à la fin il me restait plus grand-chose, parce que j'investissais beaucoup dans mon entreprise. Et là, finalement, quand tout s'est arrêté, eh bien, tout ce que j'avais investi, ou toutes les dépenses que je faisais, ça continuait sans qu'il y ait les rentrées. Donc je me suis retrouvé juste avant le Covid et j'avais pris la photo et je la retrouve plus, hein, j'ai regardé encore hier. Parce que j'avais pris une photo de mon compte en banque parce que j'étais à moins 25 000 euros sur mon compte en banque professionnel. Habituellement, les rentrées allaient compenser. Mais là, il n'y avait plus de rentrées. Puisque bah, Covid, c'est chacun chez soi et il n'y a plus les sportifs, plus les entreprises, je ne peux plus intervenir. À ce moment-là, c'était un gros défi pour moi parce que je me disais, bah, je fais quoi? Et j'avais toujours envie de créer une formation justement sur Internet bah, qui est devenue Explore. Et à ce moment-là, bah, je dis, OK, bah, c'est l'opportunité justement de le faire. C'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai refait un crédit à la banque en plus, hein, pour rajouter à mon découvert, hein, et pareil, comme je t'ai raconté tout à l'heure, je dis, j'y vais à fond par contre. Si je le fais, je le fais à fond. Et là, tout d'un coup, ouais, ça a décollé et du coup, c'est comme ça que j'ai arrêté aussi un peu les entreprises, les sportifs, pour me concentrer vraiment sur les formations en ligne que je propose toujours aujourd'hui. Et en fait, ce gros défi là où j'aurais pu dire bon bah voilà, c'est fini, hein, bah ça est devenu une opportunité parce que justement ça m'a permis de me dire bah t'as pas le choix, c'est maintenant vas-y parce que sinon ton entreprise elle est terminée. Et qu'est-ce qui t'aide à rester authentique dans un monde numérique où justement tu donnes des formations en ligne? Bah c'est justement le fait de ressentir. Parce que même quand je fais des vidéos, je parle aux gens, mais je ressens la même chose que s'ils étaient là. Donc pour moi, il y a cette chose-là, c'est-à-dire que moi, comment je me sens quand je parle dans une caméra. Toi, comme tu disais, tu as suivi mes formations, donc tu m'as vu en présentiel, tu m'as vu en caméra, et moi je reste le même. Toi, c'est voilà, je raconte mes conneries, je fais mes trucs, voilà, c'est comme si j'avais des gens devant moi. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment pris conscience de ce que moi j'appelle la majorité. Mince, j'ai oublié le mot, silencieuse, la majorité silencieuse. C'est-à-dire que ce que je partage, ce que je donne, je ne sais pas qui va le recevoir et ce que ça peut procurer chez elle sur le moment. Et puis, ça a commencé en fait avec des personnes, finalement, je ne savais pas du tout qu'ils existaient, et puis qui m'ont envoyé un petit message pour me dire, ah, merci pour ça. Ou que je rencontrais dans les conférences quelqu'un qui venait me voir, me dit, ah, je vous suis, merci.
Je dis, mais tu likes jamais, tu mets jamais de message. Et non, mais par contre, elle regarde. Donc je me suis dit, il y a des gens, finalement, on partage et après, ça nous appartient plus. Voilà, c'est à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Et donc, ça me permet, voilà, de pouvoir, on va dire, faire ma part, hein, un petit peu comme chaque jour, voilà, je donne. Et après, chacun va le recevoir en fonction des moments de vie. Ça peut être des moments idéaux. Donc, du coup, c'est je ressens ça et après, je le donne. Et puis, que ce soit numérique ou présentiel, je sais que en ce moment, il y a des gens qui font un exercice, qui apprennent un truc, qui les aident, qui lisent mon livre. Et donc, mon job à moi, c'est de créer pour ensuite distribuer. Et comment est-ce que tu gères tout ce qui est critique, constructive ou négative Bah, au début, c'était agressif. On prend, voilà, on se dit, même encore des fois de temps en temps. Mais comme j'arrive à mieux réguler mon système nerveux, c'est bon, je m'en sors un peu mieux. Euh, mais au début, voilà, c'était soit de la colère qui pouvait sortir ou même moi de l'agressivité parce que c'est qui lui pour me dire ça. Et puis aujourd'hui, j'ai un autre regard, étant donné que je sais que ces personnes-là sont eux-mêmes en insécurité et qui vivent dans un environnement que moi je connais pas. Ils ont le droit de penser que je partage c'est nul. Ils ont le droit. Et ça ne veut pas dire que moi je suis nul. Comme on en parlait un petit peu avant, je m'identifie pas bien sûr à leurs propos. C'est leur propos, ça leur appartient. Et souvent, quand c'est pas constructif, notamment, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Moi, j'aime bien échanger avec eux. Hein, c'est les haters. Moi, j'aime bien, et des fois, je me dis, ah, un hater, je vais pouvoir échanger. J'ai par exemple, il faut s'en amuser aussi, mais toujours voir. En fait, on est très égocentrique, c'est-à-dire que c'est moi, il parle de moi, moi. Non, il parle pas de moi, il parle de lui, il parle de sa vie, il parle de ses frustrations, il parle de ses déceptions, il parle de son insécurité. Il parle pas de moi. Moi, je suis tombé là devant lui, c'est tout. Hein. Mais notamment quand je fais des pubs, c'est des gens qui me connaissent pas du tout. Voilà, c'est une secte. Il y en a un, là, dernièrement, il m'a dit, ah, c'est du coaching pyramidal. Je dis, super, je connais pas, c'est quoi du coaching pyramidal? Et je fais mes recherches sur Internet, hein. Je dis, ça se trouve, je fais du coaching pyramidal, je sais même. Hein. Donc, du coup, j'échange avec eux. Après, s'il y en a, c'est comment dire, ils sont vulgaires, j'efface, je m'en fous, quoi. Mais je te donne un exemple. Euh, Quand mon livre est sorti, le premier, j'ai eu une critique sur Amazon, et elle y est toujours, hein. Vous pouvez aller voir, elle y est toujours, parce que je les laisse. Et la personne qui était voilà, très déçue par mon livre, c'est la première fois qu'il jette un livre à la poubelle. Et voilà, toi, le truc, donc tu lis ça, toi, tu viens d'écrire ton premier livre, tu es tout content, et là, bim, il y a un mec qui dit c'est de la merde, c'est la première fois que jette un livre à la poubelle. Là, il y a différentes façons de réagir. Soit je le prends pour moi, d'accord? Et je me dis, putain, voilà, parce que moi, je veux pas sauver le monde, hein, je m'en fous, il y en a, ça va plaire, et d'autres, ça va pas plaire. Hein. Et du coup, là, j'écris pas de deuxième livre, hein, parce que j'ai pas envie de revivre ce genre de situation pour une personne, hein, donc je peux me dire ça. Mais je peux aussi m'en amuser parce que déjà, il a pris le temps d'écrire tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite vidéo pour dire, voilà, mon livre est sorti. Je vous conseille un truc, vérifiez les poubelles de vos voisins. Parce qu'il y a une personne qui a jeté mon livre dans sa poubelle. Alors vous pouvez avoir un livre gratuit. Donc vérifiez toutes les poubelles de votre voisin la nuit, parce que sinon ils vont dire c'est bizarre, mais ne vous faites pas choper. Mais voilà, tu sais, de ridiculiser, parce qu'on s'en fout. Parce qu'à côté, il y a plein de gens qui me disent que c'est bien, et il y a toute cette majorité silencieuse qui ont lu, qui ont rien dit. Le livre, il est sorti quand même, là, il est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Donc il y a quand même 10 000 personnes. Moi, franchement, sur les 10 000, même s'il y en a que 5 000 que ça a aidé, je suis très content. Hein, et encore, quand je dis je suis content, c'est tant mieux pour eux. Hein. Mais je fais pas ça pour avoir de la valeur. Et ça, c'est hyper important quand on est entrepreneur. Hein, ne confiez pas votre valeur à vos clients. C'est pas votre client qui décide d'avoir la valeur. Et surtout, n'entreprenez pas pour avoir de la valeur. Parce que sinon, c'est pas vos clients que vous allez aider, c'est vous-même. Hein, c'est-à-dire que je fais ça et c'est bien et du coup, je me sens bien. C'est bien de se sentir bien, mais il faut pas le faire pour ça. Et aujourd'hui, ce que je fais, moi, c'est pas pour avoir de la valeur. Je peux arrêter demain et faire autre chose, c'est OK. Hein, toujours ça, voilà, ça veut rien dire de moi. Et donc, ces gens-là, ils ont le droit de critiquer. Ils peuvent être malheureux et je sais pas, ça se trouve, il a une vie, je veux pas avoir sa vie et si j'étais à sa place, je ferais peut-être la même chose. Donc, je les gère de cette façon-là, en étant vraiment sécure. Mais la première action, c'est toujours
voilà, ça, c'est OK d'être dérangé ou d'avoir cette réaction-là. Mais c'est toujours, comme j'en revenais, c'est qu'est-ce que je fais avec moi à ce moment-là? Et voilà, soit je rentre dans le dialogue avec eux, ou soit j'élimine parce que ça n'a rien. C'est quoi le trait de ta personnalité qui t'aide le plus dans ta carrière? C'est alors c'est le nom que j'ai donné au chat de mon voisin qui vient tous les jours, hein. Il y a un livre qui est sur ce sujet-là, hein, c'est L'art subtil de s'en foutre. Et c'est un peu ça, moi, c'est un peu ce détachement-là, hein, c'est de dire je suis en vie, je suis là, j'ai toutes mes capacités. Il y a des choses qui vont pas marcher, je le sais. Il y a des choses qui vont peut-être marcher, ça c'est cool. Mais peu importe d'avoir ce détachement-là parce que ça veut rien dire de moi justement. Et à partir de là, c'est vraiment quelque chose, moi, dans mon expérience qui m'a servi, mon expérience personnelle, de comprendre très rapidement que les choses pouvaient partir ou arriver dans sa vie comme ça. Et du coup, alors je sais pas, j'ai peut-être des ancêtres bouddhistes, hein, mais c'est vraiment voilà de se détacher de ces choses-là. Et se détacher, ça veut pas dire que j'ai pas envie de les avoir, hein. Mais quand je les ai, je peux les perdre, c'est ok. Ça me dérange pas, hein, parce que moi j'aime bien avoir des choses, j'aime bien les voyages, j'aime bien les livres, donc j'aime bien avoir des choses. Mais si je les ai plus demain, c'est ok, c'est pas grave. Donc c'est plutôt ça, c'est que j'ai pas peur de perdre et du coup, bah, si j'ai pas peur de perdre, je peux que avancer et voir ce qui se passe quand on gagne, quoi. Est-ce que tu as des outils de productivité voilà, que tu affectionnes particulièrement? Alors, j'en ai plein que je fais pas tout le temps. C'est ça. Mais j'en ai plein. Là, par exemple, en ce moment, j'ai énormément de choses à faire pendant l'été. Et quand on fait une to-do list, ça peut être quelque chose, si je veux pas pouvoir faire tout ça. Euh, J'aime bien, moi, utiliser justement de planifier dans le temps, vraiment d'écarter. Et finalement, en faisant ça, ça me permet aussi soit d'éliminer, soit de reporter carrément, parce que finalement, c'est pas une urgence. Donc, avant de me lancer à fond, j'aime bien que ça soit clair et que finalement, mercredi, voilà ce que je fais. Jeudi, voilà ce que je fais. Vendredi, voilà ce que je fais. Et, euh, et puis, je vais te donner un autre outil de productivité qui peut paraître complètement à l'inverse, c'est que je prends soin de mon énergie. C'est-à-dire que je planifie mon repos avant mon travail. C'est-à-dire que, par exemple, cet après-midi, là, il fait pas très beau, je dois travailler dans le jardin. C'est ma femme qui m'oblige à le faire. Et, mais par contre, je sais qu'à 16 heures, je vais me reposer. Donc à 16 heures, je vais me mettre devant le canapé, tranquille. Et donc, ça me permet de me dire, vas-y à fond, parce que derrière, tu as un moment de repos. Et ça, c'est hyper important. Ça, je l'ai appris dans le monde du sport, hein. C'est-à-dire que le repos dans le sport, c'est justement de la productivité, hein. Si je laisse pas mon corps se régénérer, eh bien derrière, je vais me blesser. Donc c'est une période qui est très importante pour être productif ensuite. Donc du coup, j'ai gardé ça en me disant, en planifiant toujours les moments de repos. C'est pour ça que souvent je dis que je suis feignant, alors que c'est pas le cas, hein. Quand je fais rien, je sais bien rien faire, mais quand je travaille, je sais bien travailler. Mais je pense, que les deux sont liés. Donc ça, c'est un autre point important qui est pas un outil en lui-même, mais une organisation qui permet de planifier toujours le repos avant le travail. Après l'art de s'en foutre, l'art de ne rien bien faire. Ah oui, ça je pourrais. Ben, moi, c'est les chats qui m'ont appris ça, hein. Moi, je les regarde et je fais pareil en fait finalement, hein. Hein, il y en a un là. Alors il y en a un qui est pas là, mais il y a deux chats qui viennent, mais il y en a un en ce moment, il dort dans le lavabo. Je sais pas, il fait chaud, donc quand il fait chaud, il dort dans le lavabo. Hier, j'ai mis une photo où il était allongé sur le lit comme ça. Mais je dis, bah oui, mais t'as raison, je vais me planifier ça moi aussi. Ça a l'air bien de faire ça. Il y a un livre aussi, Vif comme un chat. Oui, bah voilà, ouais. Donc après, c'est trouver l'équilibre. Le but, c'est pas d'être tout le temps comme ça, hein, parce que ça va pas le faire. Mais par contre, c'est d'avoir une qualité justement de repos qui est hyper importante. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand leader? De la sécurité. Pourquoi? Parce que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui met les autres en sécurité. C'est pas quelqu'un qui va inspirer ou c'est à travers ce qu'il le dit, ça nous met en sécurité ou ça nous permet parce que
il y a l'inspiration, ce mot-là qu'on utilise, inspirer les gens. Mais souvent, quand on dit respire, il y a inspiration, expiration. L'inspiration, c'est ouah, ça m'inspire, et derrière, il faut que je passe à l'action. Et moi, ce que je veux, c'est pas que les gens ils passent à l'action juste un jour après parce que ça les a inspirés, parce qu'ils vont chercher d'autres motivations ou d'autres inspirations. Je veux que ça soit un état permanent. Et pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait mettre les gens en sécurité pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, sans forcément qu'ils aient quelque chose à dire. Mais c'est un ami que tu connais peut-être, qui s'appelle François Lemay, qui a une phrase où il dit, voilà, une phrase où il dit, je m'aime en ta présence. Ben, c'est un peu la même chose où je me sens bien, je me sens sécure en ta présence. Et au début, on a peut-être besoin de gens à l'extérieur, donc de leaders. Mais ensuite, comment moi, je peux me sentir, moi, en sécurité, en ma présence, peu importe ce qui se passe, pour que je devienne, moi, mon propre leader. Donc pour moi, les leaders, c'est avant tout, au-delà des dialogues, de ce qu'ils inspirent, c'est avant tout ce qu'ils incarnent. Et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de sécurité pour passer à l'action. Donc pour moi, c'est ça un leader. Il incarne la sécurité qui permet de ressentir ça et ensuite nous d'y aller. On a commencé avec quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs et c'est quoi le prochain pas alors? Bah, il y en a plein. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on se sent en sécurité, il y en a plein. Donc moi, j'ai toujours plein d'idées. Hein. Là, ça faisait 2 ans de suite que j'écrivais un livre l'été. Cette année, je l'ai pas fait, alors que j'avais plein d'idées, hein, mais j'ai pas le temps. Euh, mon, alors j'ai un projet en 2025 qui est pour moi le prochain grand pas que je prépare dès maintenant. Je prépare voilà, les contacts et tout pour préparer, mais je laisse aussi faire. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à fonctionner des fois à l'inverse. J'ai toutes les pièces de puzzle, mais j'ai aucune idée de ce que c'est à la fin. J'ai pas d'exemple du coup. C'est comme si tu avais les pièces de puzzle, mais tu sais pas ce que ça donne à la fin. Par contre, toutes les pièces sont là. Et donc, mon job aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller chercher toutes les pièces de puzzle pour me rendre compte à quel point, à quoi ça va ressembler, même si j'ai l'idée de base. Hein, j'ai l'idée de base à quoi ça peut ressembler, mais à l'intérieur, je ne sais pas. Et donc ça, c'est mon travail là, c'est tous les petits pas. Alors ça, c'est plein des milliers de petits pas que je suis en train de faire, de contact. Ah, tiens, cette personne-là, ça pourrait être une ressource. Ah, celle-là aussi. Ah, on pourrait faire ci. Ah, je vois un livre. Là, j'ai un livre à lire, qui est un justement qui va pouvoir m'aider, m'inspirer à travers mon projet. Et donc, c'est tous ces petits pas qui vont faire qu'à un moment donné, en janvier 2025, il y a un gros truc qui va sortir. Les gens ils vont dire, waouh, mais c'est incroyable tout ce que vous avez fait. Ouais, mais c'est tous les petits pas qui ont fait que toutes ces pièces de puzzle-là, qui ont fait que, bah, au final, oui, il y a un grand truc. Donc, moi, mon job, toute la fin de l'année, c'est justement de rassembler toutes ces pièces-là pour que ça ressemble à quelque chose. Super. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et comment est-ce que tu y aurais répondu? C'est dur, c'est ça, c'est des choses que je vous donne à faire avec les clients. Donc, est-ce que j'aurais une question? Oui, oui, tiens, souvent, je termine aussi par ça, parce que qu'on se rend compte, voilà, qu'on a cette capacité à se sentir en sécurité et qu'on parlait de leadership, bah, finalement, naturellement, ça va aider les gens autour de nous, pas seulement au niveau de nos business, mais aussi nos familles. C'est ce qu'on appelle, voilà, la co-régulation. C'est notre système nerveux communique. Et donc, c'est important dans notre activité, finalement, de pouvoir se dire que je vais, bien sûr, moi, créer des choses, mais je vais pouvoir aider plein de gens et sans m'en rendre compte. Et c'est ça que moi, je trouve le mieux, on va dire, que ce soit dans le développement personnel ou dans l'entrepreneuriat, dans le business, c'est que demain, finalement, c'est moi qui ai toutes les clés et les capacités de créer quelque chose à partir du moment où je suis dans cet espace-là de sécurité. Parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas comment je vais le rencontrer, mais par contre, quand je vais le rencontrer, je sais comment ça peut se passer. Et c'est comme ça que je vais créer des liens qui vont faire que eh bien, je vais créer des choses que je n'imaginais pas. Et moi, c'est une des choses que je fais, c'est j'adore me faire surprendre par la vie et je lui fais entièrement confiance. J'ai des choses que je veux, mais je les mets de côté et ensuite j'y vais et je me régale à avoir toutes ces surprises. Le matin, je me lève, hein, des fois, je me dis, ah, ça se trouve aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va m'appeler, je sais pas, quelqu'un d'hyper important ou d'hyper connu, et on va faire des choses ensemble. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec mon premier livre. Il y a des actrices, des humoristes qui m'ont appelé en disant, ah, j'ai lu votre livre.
Et moi, je vérifiais si c'était le bon compte. Et donc, c'est ça, ouais. C'est vraiment le truc où tu te dis, tu lis des bouquins de Laurent Gounel, et puis, je sais pas, quelques mois après, quelques années après, bah, c'est ton ami et tu l'as invité à faire ton événement, alors que il y a 6 ans, je me disais, oh ouais, j'adorerais le rencontrer. Et donc, c'est de se dire, voilà, j'adore les surprises de la vie et tout est relié, donc j'ai plus qu'à moi me mettre en mouvement pour créer ces liens. Top. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Je ne sais pas vous, mais j'aurais encore eu envie de lui poser quelques questions. Donc si vous le souhaitez, je vous laisse les liens en commentaire pour que vous puissiez en découvrir davantage sur notre intervenant. Et d'ailleurs, je suis curieuse d'échanger avec vous sur votre passage préféré. Avez-vous eu une prise de conscience en particulier? En tout cas, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel intervenant. Et si vous souhaitez découvrir de qui il s'agit, et la nouvelle thématique que nous allons aborder, je vous conseille de vous abonner à la newsletter, au podcast ou à aller consulter mes réseaux sociaux. Alors selon votre canal préféré en audio ou sur ma chaîne YouTube, laissez-moi des commentaires, des étoiles et surtout partagez afin de faire vivre ce podcast. Alors, êtes-vous prêt à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.